Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. C'est à travers les chaînes de télévision françaises que les dessins animés japonais ont débarqué chez nous, avec souvent armes et violence. Pourquoi vous aimez les mangas? Parce que c'est drôle aussi, il y a de la violence, c'est drôle. Nous on aime bien ça. Les mangas c'est quand même ça, c'est une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est ça c'est quand même les dialogues. Mais si on regarde le développement du langage, le développement des capacités en lecture et la réussite scolaire, l'impact des mangas et des BD, il est nul. Les médias français ont parfois eu tendance à mépriser les mangas et leurs adaptations animées, et ce jusqu'à la volonté de les censurer. On peut par exemple penser à Ségolène Royal, qui, dans les années 90, part en guerre contre un pan entier de la culture japonaise, avec notamment pour conséquence l'arrêt du célèbre Club Dorothée. Cet événement illustre une certaine peur de l'élite culturelle française vis-à-vis des mangas, considérés comme trop violents, sexualisant les femmes à outrance ou tout simplement niais. Beaucoup estimaient, et certains estiment encore à l'heure actuelle, qu'il s'agit d'un abrutissement de la jeunesse. Néanmoins, aujourd'hui dans cette vidéo, il s'agira de montrer que ces accusations sont infondées, en présentant 3 œuvres qui sont bien plus que du simple divertissement. 3 mangas, 3 animés, qui cachent des messages complexes et des réflexions philosophiques qui valent la peine qu'on s'y intéresse. C'est parti. Neon Genesis Evangelion est un anime diffusé originellement d'octobre 1995 à mars 1996 au Japon, où il deviendra très vite un phénomène de société. Il connut également un succès relatif aux États-Unis, en Amérique latine, mais aussi en France, où il fut distribué en VHS dès 1997. Il était créé et réalisé par le célèbre mangaka Hideaki Anno, connu à cette époque pour la réalisation, aux côtés d'un certain Hayao Miyazaki, du premier film d'animation du studio Ghibli, j'ai nommé Nausicaa de la vallée du vent. L'histoire d'Evangelion semble à première vue assez classique. Dans un futur proche, où notre espèce a fait face à une catastrophe naturelle sans précédent, lorsqu'un gigantesque astéroïde a percuté la Terre, l'humanité se remet peu à peu de ce cataclysme lorsqu'une nouvelle menace fait son apparition. D'immenses créatures mystérieuses, surnommées les Anges, tentent de s'en prendre à la nouvelle capitale du Japon, Tokyo 3. Face à ce danger, l'organisation intergouvernementale NERV met au point synthétiquement les Evangelion, ou EVA, des humanoïdes mécaniques destinés à venir à bout de ces monstres. Pour les piloter, la société a besoin de personnes qui soient capables d'entrer en connexion neuronale avec leur EVA afin de ne faire qu'un lors d'un combat. Shinji Ikari, un adolescent de 14 ans dont le père se trouve être justement le directeur de la NERV, est choisi à son plus grand désarroi pour être celui qui mènera le combat contre le prochain ange, qui ne sera que le premier d'une longue série d'affrontements dantesques. Plus tard, le héros sera rejoint par 2 filles, Rei Ayanami et Asuka Soryu Langley, et ensemble, ils constitueront le dernier rempart de l'humanité face à cette étrange menace. Bon, jusqu'ici, il semblerait que nous soyons face à une production générique dans la lignée directe des séries d'animation japonaises mettant en scène des mechas, ces robots humanoïdes qui ont inondé le petit écran dans les années 80-90 et qui ont connu une seconde jeunesse avec des films comme Pacific Rim plus récemment, mais ce serait lourdement se tromper, car Evangelion est moins un divertissement d'action qu'un drame intimiste portant un message philosophique complexe sur l'identité et les relations humaines. Papa, pourquoi tu m'as fait venir? Tu sais très bien pourquoi. Alors je suis censé monter dans cette machine et aller combattre cette chose dehors? C'est exact. Non, je peux pas! Et pourquoi tu veux me voir maintenant? Tu m'as ignoré pendant des années, t'as jamais eu besoin de moi. Tu es là parce que j'ai besoin de toi aujourd'hui. Pourquoi moi? Je comprends pas. Pour prendre conscience de ce second niveau de lecture, il faut d'abord se plonger dans le contexte de la réalisation de la série, et plus particulièrement sur l'état d'esprit de son créateur à ce moment-là. Lorsqu'il écrit le scénario d'Evangelion, Hideaki Anno souffre d'une profonde dépression. Son projet précédent, Nadia et le secret de l'eau bleue, l'a désillusionné sur l'univers des séries d'animation, car il a dû subir des contraintes artistiques en inadéquation totale avec ses ambitions créatives. Perdu, en quête de sens dans sa vie tout en se refermant paradoxalement sur lui-même, le réalisateur imagine Evangelion
Evangelion comme une sorte de thérapie psychanalytique. Les 3 personnages qui structurent le récit, Shinji, Asuka et Rei, sont en réalité différentes personnifications de l'état mental de leur créateur. Le personnage de Shinji illustre le plus frontalement cette idée. Bien qu'il soit appelé à jouer un rôle crucial dans le salut de l'humanité, il n'a rien d'un héros. Adolescent introverti et passif, il porte en lui un paradoxe qui illustre toute la complexité de l'œuvre. Il désire être aimé, mais ne veut pas souffrir. Ainsi, il souhaite être reconnu, notamment par son père, qu'il a abandonné lorsqu'il était jeune, mais refuse les responsabilités qui lui incombent en tant que pilote d'Eva. De plus, bien qu'il cherche l'amour, il cache ses sentiments, par peur d'être rejeté. Ce paradoxe n'est pas sans rappeler le dilemme du hérisson, développé dans un premier temps par le philosophe Arthur Schopenhauer, puis repris par Sigmund Freud dans la théorie psychanalytique. Ce dilemme présente une situation dans laquelle 2 hérissons cherchent à se rapprocher afin de partager leur chaleur et ainsi de survivre au froid durant l'hiver. Cependant, ces derniers ne peuvent se tenir trop près l'un de l'autre car leurs épines risqueraient de les blesser mutuellement. Cette analogie suggère donc que, même si les relations humaines sont nécessaires à notre survie en tant qu'individu, elles n'en restent pas moins teintées inévitablement de souffrance, nous poussant ainsi à vouloir s'en affranchir. Tu te détestes, c'est ça? C'est pour ça que tu fais du mal aux autres. Tu sais que si tu blesses les autres, tu souffriras encore plus que si c'était à toi que tu faisais du mal. Mais quoi qu'il puisse t'arriver aujourd'hui, ce sera la conséquence des choix que tu auras faits. Et ça aura du sens, Shinji, parce que ce sera quelque chose qui vient de toi. Fais tout ton possible pour essayer de te racheter. Mais vous êtes pas à ma place! Vous comprenez rien! Vous me connaissez pas! Mais qu'est-ce que ça peut faire au fond? Ça change quoi? Tu veux laisser tomber, c'est ça? D'ailleurs, s'agissant des 2 personnages féminins qui accompagnent Shinji, ils ne sont que le prolongement de cette réflexion. Asuka se présente ainsi comme une personne sûre d'elle, point où elle en devient arrogante, agressive et compétitive. Mais cette apparente confiance en soi cache en réalité une profonde insécurité, due au traumatisme du suicide de sa mère, ce qui la force donc à se réfugier dans une fierté démesurée au lieu d'accepter sa fragilité et de s'ouvrir aux autres. De ce fait, elle méprise Shinji, qui se présente comme le reflet désagréable du mal-être qu'elle tente si désespérément de cacher. D'ailleurs, même si les 2 personnages tendront à se rapprocher au fil du récit, ils ne s'avoueront jamais leurs sentiments, illustrant une fois de plus cette peur de la souffrance qui conduit à renier sa propre identité, ses propres désirs. Le personnage de Rei semble enfin pousser cette attitude jusqu'à l'extrême. Figure mystérieuse, presque inhumaine, elle semble à première vue ne pas avoir de personnalité et se contenter d'exécuter les ordres qu'on lui donne sans ne remettre en question aucun d'eux, malgré les motivations très discutables de la Nerve. Des motivations qui seront finalement révélées au terme du récit. En réalité, si l'organisation a développé des technologies capables de combattre les anges, ce n'est pas tant pour sauver l'humanité actuelle que pour la faire évoluer vers une forme de vie supérieure. Ce programme, appelé Projet de complémentarité de l'homme, vise à faire fusionner l'ensemble des êtres humains en une seule identité, ce qui permettrait d'éviter la douleur des relations humaines, plus d'individualité, mais bien la promesse d'une existence paisible, où le mal-être, induit par la difficulté à exister au milieu des autres, serait annihilé. Et qui de mieux que Rei Ayanami pour être la pièce maîtresse de ce noir dessin. Dans le film The End of Evangelion, qui vient mettre un point final pour le moins violent et nihiliste à la série, de par le sacrifice de plusieurs personnages principaux dès les premières minutes, ainsi que les actions douteuses de ceux qui survivent, nous obtenons enfin une conclusion douce amère à cette histoire. Shinji, sur qui la décision de mener à terme le projet finit par reposer au gré de moult péripéties, et ce alors que le personnage est au plus bas, semble dans un premier temps se laisser tenter par ce rêve d'une existence sans tumulte. Mais, au terme du long métrage, il finit par comprendre que l'identité demeure le propre de l'homme, et que bien que nous puissions entretenir des relations sources de souffrance avec les autres, c'est bien ces derniers qui nous aident à trouver qui nous sommes réellement. Cette réflexion n'est pas sans rappeler la célèbre pièce Huis clos de Jean-Paul Sartre. Dans celle-ci, 3 personnages sont envoyés en enfer, un enfer un peu particulier. Pas de démons ni de torture physique, juste une petite pièce dans laquelle ils sont condamnés à cohabiter pour l'éternité sans autre repère identitaire que le jugement négatif des autres. Le personnage de Garcin, se rendant compte de la situation, prononce une phrase qui deviendra célèbre. L'enfer, c'est les autres. Oui, nous répond Evangelion, mais sans les autres, il n'y a rien. Ça dégoûte.
Si Evangelion a connu un succès plutôt de niche à l'international, c'est en véritable phénomène grand public que s'est imposé Death Note de par le monde. Avec ses pas moins de 30 millions d'exemplaires vendus et l'adaptation animée tout aussi populaire qui l'a suivi, cette œuvre, aussi accessible qu'intelligente, aura su très vite gagner le cœur de fans venant de tous horizons. Et ce, si bien que, même si vous n'êtes pas intéressé par les mangas, il y a fort à parier que vous ayez ne serait-ce qu'entendu parler de ce cahier pouvant tuer n'importe qui, si tant est qu'on y inscrive les noms et prénoms de la personne dont on souhaite supprimer la vie. C'est Light Yagami, un lycéen surdoué de 17 ans, profondément révulsé par la criminalité croissante dans le monde actuel, qui tombe sur le mystérieux cahier par un pur hasard. En ayant connaissance des pouvoirs surnaturels que ce livre serait censé posséder, Light est d'abord sceptique, mais décide tout de même d'en faire le test. À sa grande stupeur, la magie du Death Note est bien réelle. On apprendra par la suite que le cahier appartenait en réalité à un dieu de la mort nommé Ryuk, qui, étant donné qu'il s'ennuyait, a volontairement égaré le cahier pour voir quel usage en ferait un humain. C'est alors que le jeune homme prend la décision de l'utiliser pour purger la société de l'ensemble de ses criminels dans l'optique de bâtir un monde utopiste où la justice régnerait en maître sous son impulsion. Le nouveau monde que j'ai commencé à bâtir ne sera peuplé que d'individus dont j'aurai moi-même reconnu le sérieux et la bienveillance. Si tu fais vraiment tout ce que tu dis, tu deviendras le dernier criminel sur Terre. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, Ryuk? Un criminel, moi? Tu plaisantes? Je suis un excellent élève, d'un sérieux exemplaire, peut-être même le meilleur du Japon. Et bientôt, je deviendrai le dieu de ce nouveau monde. Plus tard, face à l'inquiétant déferlement de morts inexpliquées de criminels à travers le globe, Interpol engage un homme considéré comme le meilleur détective au monde, et ce bien qu'on ne le connaisse que sous son pseudonyme de L. Elle a pour objectif de traquer l'énigmatique tueur en série surnommé Kira par la population, mais qui n'est autre que Light. Vous l'aurez compris, l'histoire va très vite se transformer en une sorte de jeu du chat et de la souris, où deux hommes d'une grande intelligence s'affrontent et où la moindre révélation sur l'identité de l'un peut conduire à sa fin brutale. Cependant, ce qui est vraiment intéressant dans Death Note, c'est d'étudier les réflexions de l'œuvre sur les notions de justice et de pouvoir. Ainsi, Light Yagami nous est présenté au début du récit comme un utopiste. Il est convaincu qu'il agit pour le bien commun en poursuivant le rêve d'une justice absolue qui bénéficierait à la société dans laquelle il vit. Mais au fil des agissements du protagoniste, cet idéal de justice se transforme peu à peu en tyrannie, pour la simple et bonne raison que sa vision de cette notion est purement subjective. Sans même rentrer dans le débat de la légitimité de la peine capitale, on peut voir que Kira s'adjuge le droit de vie ou de mort sur des individus pour des raisons qui, si elles paraissent logiques de prime abord, n'en sont en réalité pas moins personnelles, jusqu'à faire de ses actes l'accomplissement d'une vengeance et surtout d'un désir de maintenir sa puissance plutôt que l'incarnation d'une morale implacable. Ainsi, peut-on réellement laisser une seule personne être juge suprême des méfaits de certains individus? Death Note nous répond que non, car la subjectivité du juge viendrait forcément entacher son jugement. Et davantage que les convictions personnelles, c'est aussi et surtout la soif de pouvoir qui va corrompre le jeune homme et ainsi rendre ses actions immorales. En ayant le droit de vie ou de mort entre ses mains, Light se voit en l'égal de Dieu, et va tout faire pour maintenir cette source de supériorité par rapport aux autres. Ainsi, tous ceux qui viendront se mettre en travers de sa route finiront inévitablement, bien que factuellement innocents, par avoir leur nom inscrit sur le Death Note. Souhaitant coûte que coûte protéger son identité, le protagoniste ne se gênera pas, par exemple, pour éliminer 12 agents du FBI qui menaçaient de révéler la vérité sur son identité. De même, il poussera au suicide l'agente Naomi Misora, dont le seul crime fut d'enquêter brillamment sur Kira après la mort de son mari, lui-même tué par le jeune homme. Le crime le plus odieux restera néanmoins l'assassinat de son allié, Takada Kiyomi, de peur qu'elle ne le trahisse. Et lorsqu'il ne souhaite pas se salir les mains lui-même, il use de persuasion pour amener ses proches à effectuer ses sales besognes pour lui. De fait, il manipule Misa, une fille amoureuse de lui, qui possède également un Death Note, afin qu'elle utilise les yeux du dieu de la mort, un pouvoir permettant d'avoir accès au nom de chaque personne, de déterminer leur espérance de vie, et ce, au mépris de sa santé. Si Kira parvient finalement à tuer Elle dans l'épisode 25, c'est bien au prix d'une énième manipulation funeste, sans compter que ce dernier, une fois de plus, agissait au nom de la loi. Tous ceux qui étaient en travers de ma route ont disparu. Et tous les autres ont une foi aveugle en moi. Je contrôlerai bientôt la police, ce n'est qu'une question de temps. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Ma victoire est totale! Ma victoire est totale! Dans
Dans cette optique, si l'on reste en surface, on pourrait voir Death Note comme une démonstration de la corruption à laquelle mène l'acquisition d'un pouvoir trop grand pour un seul individu, lequel se laisserait inévitablement corrompre par sa vision subjective du monde ainsi que par la soif de pouvoir. On serait ici face à une redite du célèbre proverbe de l'historien et homme politique anglais Lord Acton, le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. Néanmoins, le manga et l'anime semblent aller plus loin dans la réflexion, nous montrant en réalité que l'idée même de justice est tout simplement un leurre. Les deux camps qui s'affrontent dans Death Note n'agissent en effet que conformément à leur vision imparfaite de cette notion. Si elle, et plus tard le personnage de Nier, qui reprendra son rôle après sa mort, prétendent batailler au nom de la véritable justice, celle de la loi, leur logique utilitariste les pousse eux aussi à sortir du cadre moral, utilisant des personnes comme des pions dans la capture de Kira, même si cela équivaut à les exposer à une mort certaine. Et le cadre moral, parlons-en justement. L'auteur nous montre à travers Death Note que l'idée de bien et de mal est un concept purement relatif, et que, si tel est le cas, la justice, qui repose sur le droit moral, l'est aussi. Dans cette optique, ni le manga ni l'anime ne condamnent explicitement les actions de Light. À titre d'exemple, de nombreuses scènes nous montrent que la population voit un véritable culte à Kira, presque perçu comme un messie qui viendrait libérer le peuple de la criminalité, mettant en sécurité les innocents et surtout faisant le travail que les institutions ne parviennent pas à faire. Une secte se créera même en l'honneur de l'alter ego de Light. Cette multiplication des points de vue sur la justice nous pousse à remettre en question cette dimension objective, renforçant cette idée d'illusion. Comme l'affirme l'écrivaine Ren Malouin dans C'est ailleurs que l'on respire, la justice, elle n'existe pas. Il y a rêve de justice dans l'esprit de certains hommes, c'est tout. D'ailleurs, lorsque finalement Nier parvient à percer à jour la véritable identité de Light et que le jeune homme est abattu, ce n'est pas une victoire triomphante du bien contre le mal, mais bien seulement un intellect qui l'emporte sur un autre. Si Light meurt, ce n'est pas tant parce qu'il a perdu son humanité, pas tant parce qu'il a renoncé à la morale, mais bien parce qu'il a tout simplement perdu le jeu du chat et de la souris. Dans le final de l'anime, après avoir été touché par balle, Light succombe à ses blessures dans un escalier, endroit hautement symbolique, faisant référence à cette célèbre règle du Death Note: l'utilisateur de ce cahier n'ira ni au paradis, ni en enfer. Toi et moi, on a tué le temps ensemble pendant un bon moment, non? Tout ce qu'on a vécu, c'était vraiment amusant. Savez-vous ce qu'est le déterminisme ? Il s'agit d'un concept aussi bien philosophique que scientifique, notamment utilisé en physique élémentaire, qui part du postulat que chaque événement serait le produit de causes qui le précèdent. Cela signifierait non seulement que l'on serait capable de trouver l'origine de chaque phénomène de l'univers, du Big Bang aux événements du monde actuel, mais surtout, et c'est cela qui rend ce concept si fascinant et terrifiant à la fois, que toutes nos actions seraient décidées à l'avance de par un enchaînement de causes à effets qui nous dépasserait. Autrement dit, nous ne serions pas libres. À chaque fois que nous penserions faire un choix en toute conscience, nous serions en réalité poussés par une force extérieure, tel un domino inexorablement entraîné dans sa chute par celui qui le précède. Il n'y a pas de hasard, tout est écrit. Le déterminisme a de nombreux adeptes, qu'il s'agisse de scientifiques rationalistes, puisque la science s'est grandement construite sur le système de cause à effet, ou de croyants à qui le concept fera immédiatement penser au destin. Mais il a tout autant de détracteurs, de Heisenberg via le concept d'incertitude à Jean-Paul Sartre avec l'existentialisme. De nombreux penseurs ont défendu farouchement la notion de libre arbitre. Oui, l'homme aurait la capacité de choisir autrement que ce que les causes antérieures ou le destin lui imposent. Alors, pourquoi est-ce que j'évoque ce débat historique si fondamental dans une vidéo qui traite de manga ? Eh bien parce qu'aucun d'entre eux n'a aussi bien illustré cette dualité que Berserk. C'est un euphémisme de dire que Berserk est un cas à part dans l'univers du manga. Des planches à l'encre de Chine d'une puissance graphique unique, si précise qu'elle rappelle les peintures de Dürer ou de Goya, une noirceur rarement égalée dans le genre, avec une séquence des plus cruelles qui aura marqué toute une génération, ainsi qu'un héros aussi sombre que fascinant, Guts, le guerrier violent et solitaire parcourant un Moyen-Âge fantaisiste, dévasté par des créatures monstrueuses en quête d'une seule chose: la vengeance. Un humain imparfait et faillible, et pourtant pourvu d'une détermination et d'une rage hors norme face à des forces surnaturelles, des démons au pouvoir incommensurable.
Parmi eux, la némésis de Guts, celui que l'on surnomme la main de Dieu, considéré comme invincible, si proche et si loin en même temps durant chaque combat. Griffith. Un duel qui semble perdu d'avance. Oui, l'histoire de Berserk, et plus particulièrement celle de Guts, est celle de l'affrontement entre le déterminisme justement, la causalité, le poids écrasant d'un destin fait de souffrance, face à la volonté d'un homme qui, en toute liberté, a choisi de braver l'impossible. Non, je ne renonce pas. Ce n'est qu'un autre combat. Lutter toujours, ça change rien à ma vie d'avant. Je renonce jamais et je rends toujours les coups qu'on me donne. Vous avez eu tort de me laisser en vie. C'est l'erreur fatale, celle qui vous perdra. Ce combat contre le destin nous est en réalité raconté dès l'enfance du protagoniste. Ce dernier est né d'un accouchement post-mortem, sa mère ayant été pendue aux côtés d'autres malheureux dans des circonstances inconnues. Lorsqu'une troupe de mercenaires dirigée par un guerrier violent du nom de Gambino découvre le nouveau-né, il est étendu dans les tripes de sa défunte mère, d'où son nom, Guts. Le message est clair. Cet enfant est une anomalie, il n'aurait tout simplement pas dû survivre. Dès les premiers instants de sa vie, Guts a donc d'ores et déjà bravé le destin. Enfant, après avoir assisté à la mort de sa mère adoptive, emporté par la peste, il est élevé dans la violence par Gambino qui se montre extrêmement abusif à son égard, l'entraînant durement au combat et le mettant en première ligne sur les champs de bataille. Reprochant à Guts son statut d'enfant maudit, qui aurait été la cause de tous les malheurs que la troupe a rencontrés depuis que le petit les a rejoints, Gambino ira jusqu'à vendre en secret Guts à l'un de ses compagnons mercenaires, Donovan, un pédophile, qui violera le pauvre enfant. Traumatisé, Guts, 11 ans, n'aura d'autre choix que de tuer celui qu'il considérait comme son père en apprenant la sombre vérité. Durablement marqué par ces années sombres dont les souvenirs vont le hanter toute sa vie, le jeune protagoniste utilisera néanmoins ce passé comme une force, ayant appris très tôt à se battre, à survivre seul et à ne jamais abandonner durant cette période, illustrant une fois encore son face-à-face avec la causalité. Plus tard, après plusieurs années à refouler ses démons sur le champ de bataille, Guts fait la rencontre d'un certain Griffith, chef charismatique de la troupe du Faucon, une brigade de bandits dont l'adolescent fera désormais partie durant le fameux arc de l'âge d'or. S'il se montre dans un premier temps réticent à l'idée de s'attacher à ses nouveaux compagnons, Guts développe finalement des liens forts au sein de la troupe, notamment avec Griffith, mais aussi avec Casca, seul membre féminin du groupe. Pour ce qui est du premier, notre héros le tient en haute estime en raison de ses capacités de meneur et surtout de son rêve ambitieux. Griffith souhaite en effet fonder son propre royaume en étant reconnu par la noblesse du Midland, une admiration que Griffith semble dans un premier temps lui rendre, le chef de la troupe du Faucon reconnaissant très vite les aptitudes de Guts au combat, puis lui permettant de devenir son principal confident et ami. Quant à Casca, si elle se méfie d'abord de Guts par jalousie, elle qui souhaite devenir la femme de Griffith et le suivre dans son rêve, la mercenaire finira tout de même par éprouver des sentiments amoureux pour le guerrier sombre, de sorte à créer un triangle amoureux complexe. Face à cette situation de plus en plus tendue, le personnage principal fera le choix difficile de se séparer de la troupe du Faucon pour poursuivre son propre rêve aux côtés de Casca, ayant surpris une conversation de Griffith où il explique qu'il ne pourra jamais considérer comme son égal un homme qui ne fait que suivre aveuglément les ambitions d'un autre. C'est donc pour lui prouver qu'il est digne d'être son égal que Guts s'éloigne de Griffith, mais en faisant cela, il ne va faire que mettre en marche la funeste roue du destin. Se sentant trahi par celui qu'il considérait justement comme son seul véritable ami, abandonné par les siens, Griffith va commettre la terrible erreur de reporter sa frustration sur la fille du roi du Midland, Charlotte, qu'il va séduire afin de coucher avec elle. Une décision impulsive qu'il va payer très cher. Rattrapé et emprisonné par l'armée royale, il est torturé de manière atroce tandis que la troupe du Faucon devient l'ennemi public numéro 1. Lorsque Guts, Casca et les autres membres parviennent finalement à le libérer, le chef charismatique n'est désormais plus que l'ombre de lui-même. Incapable de marcher, ni même parler à cause des sévices qu'il a subis, Griffith se raccroche à la seule chose qui lui reste, son rêve. Et il lui reste un moyen d'y parvenir, mais celui-ci implique le pire des sacrifices. Griffith possède un béélite, un pendentif mystique, et cet objet, ce visage rouge grotesque, fait intervenir à lui seul toute la dimension philosophique de l'œuvre. Voyez-vous, dans l'univers de Berserk, le concept de Dieu semble faire partie intégrante du fonctionnement du monde. Dans un chapitre supprimé, il nous est révélé qu'il existe une entité qui contrôlerait l'ensemble des causes à effet de ce monde, connaissant en conséquence le passé et le futur, réglant les actions de chacun des personnages. Ce Dieu, résidant dans la couche inférieure de la réalité, celle des abysses, répond au nom d'Aidia, l'idée du mal. Cette force surnaturelle serait à l'origine des apôtres, 4 créatures métaphysiques qui agiraient conformément aux volontés de ce dieu et façonneraient le monde en son honneur grâce à des pouvoirs transcendants. Et ces pouvoirs, ils sont justement accessibles grâce au pendentif de Griffith. Mais s'il souhaite devenir un apôtre du dieu pour accéder à son rêve, il va devoir sacrifier la chose qui lui tient le plus à cœur, la troupe du Faucon. Et c'est à cet instant qu'intervient l'une des scènes les plus choquantes de la fiction, tout support confondu, l'éclipse.
Griffith choisit finalement d'activer le Beelid, ce qui a pour effet de superposer le monde réel et la dimension des apôtres. Une dimension cauchemardesque où des hordes de démons s'abattent sur la troupe du Faucon, décimant ses membres l'un après l'autre dans un véritable bain de sang. Et lorsque Guts tente de s'interposer, il est rapidement maîtrisé par les créatures, puis est forcé de regarder Griffith violer Casca, seule femme que le jeune guerrier n'ait jamais aimée. L'homme que Guts avait toujours admiré vient de lui prendre tout ce qu'il avait mis des années à construire, son talent pour le combat, avec la perte de son bras et de son œil, ses plus proches amis, ainsi que l'élu de son cœur. Dans les premiers chapitres qui vont suivre l'éclipse, tous les traumatismes de Guts s'abattent sur lui, tel le poids écrasant du destin, faisant de lui ce que, depuis sa naissance, le lecteur redoutait qu'il devienne, un guerrier sans foi ni loi, assoiffé de sang, et ne poursuivant que le rêve d'une vengeance impossible. Pourtant, c'est grâce à une Casca devenue folle depuis l'éclipse, et à de nouveaux compagnons hauts en couleur, qui viennent contrasté avec la troupe du Faucon en ce qui ne suivent aveuglément aucun chef, que le guerrier noir va éviter de sombrer dans la noirceur la plus totale, même si le peu d'équilibre qu'il retrouve demeure fragile en chaque instant. À l'heure actuelle, étant donné que la mort prématurée de Kentaro Miura fait que Berserk n'est toujours pas terminé, la question de savoir quelle vision du monde va l'emporter reste en suspens. Néanmoins, dans le tome le plus récent, écrit par Koji Mori, le plus proche ami du défunt auteur, et dessiné par les disciples de ce dernier, l'intrigue s'accélère. Après que Casca ait enfin retrouvé la raison grâce à un rituel magique de Shirk et Farnès, même si elle ne peut plus s'approcher de Guts car celui-ci lui rappelle les souvenirs douloureux de l'éclipse, le groupe semble connaître une existence enfin apaisée. Mais c'était sans compter sur Griffith qui réapparaît et qui, non content de réduire à néant l'île des elfes, enlève également Casca. Guts tente de l'atteindre, mais il ne parvient même pas à le toucher. Une fois encore, le héros est rattrapé et vaincu par le destin. Et si, d'ordinaire, il se relevait sans cesse malgré l'adversité, cette fois-ci, il lâche prise, abandonnant pour la première fois son épée. Dans le dernier chapitre en date, le guerrier noir semble même se laisser engloutir par une étrange substance organique, symbole de son désir de déposer les armes face à un combat qui est perdu d'avance. L'est-il vraiment? Une chose est sûre, en 30 ans de Berserk, la réponse n'a jamais été aussi proche. Des œuvres telles qu'Evangelion, Death Note ou encore Berserk ne sont que des exemples parmi tant d'autres mangas et animés qui, de par le traitement de thèmes profonds, de réflexions intellectuelles qui méritent débat, le tout porté par des personnages fascinants de complexité, montrent bien que ces médias méritent d'être respectés et considérés au même titre que les autres produits culturels, que ce soit le cinéma, la littérature ou encore les jeux vidéo.